Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors, quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour, merci beaucoup pour cette émission passionnante sur les violences éducatives. C'était vraiment très intéressant de comprendre toutes les conséquences que ça avait sur les individus, on s'en doutait un peu, mais surtout sur notre société de manière globale. Quid maintenant des violences éducatives encore plus ordinaires, c'est-à-dire la partie la plus immergée de l'iceberg, puisque maintenant les claques et fessées se font, de plus en plus rares, enfin en tout cas en France, mais tout le reste, voilà. Allez, bonne journée. Eh bien, merci Amélie pour cette réponse et cette question. Je suppose qu'elle est tirée de la suite de l'écoute de l'épisode 47 avec Olivier Morel qui a été rediffusé en décembre sur l'histoire des violences dites éducatives ordinaires et leurs impacts dans la société. Alors, déjà, premier point, je voudrais intervenir sur le fait que la gifle et la fessée seraient des sujets qui sont moindres en France. Alors je suis pas très d'accord avec ce postulat de départ, tout simplement parce que même si on peut clairement noter une nette régression du sujet, la dernière étude de la Fondation pour l'enfance nous indique qu'il y a 23% des parents interrogés qui ont donné une gifle à l'enfant, au moins à un enfant, la semaine précédant l'enquête. Alors, on peut extrapoler ça de différentes manières, on peut essayer de faire dire ce qu'on veut à l'étude. On peut par exemple dire que les enfants reçoivent au moins une gifle par semaine en France, enfin 23% des enfants reçoivent au moins une gifle par semaine en France. Mais on peut aussi se dire que ça se trouve dans ces 23%, il y a aussi l'effet inverse. Ça se trouve dans ces 23%, il y a l'enfant qui a reçu sa gifle de l'année, on va dire, entre guillemets, sa gifle de la décennie, voire la gifle de sa vie. Peut-être que l'enfant qui a reçu une gifle cette semaine-là, c'est la seule gifle de sa vie qu'il recevra, parce que son parent a craqué pour X ou Y raison. Attention, je ne soutiens absolument pas le comportement, je dis juste que il faut voir ça on peut voir ça de manière très différente, tout simplement parce que la question est un peu lacunaire du coup, même si, attention, je salue totalement le travail de la Fondation pour l'enfance, il y a zéro débat là-dessus, mais du coup peut-être qu'il aurait été intéressant de dire, voilà, dans le mois écoulé, combien de fois c'est arrivé, dans les 6 mois, combien de fois c'est arrivé dans l'année, combien de fois c'est arrivé, pour pouvoir avoir une vision plus précise de l'état des violences et de la récurrence surtout des violences en France vis-à-vis des enfants, des violences ordinaires. Ensuite, donc ça c'est le premier point, je veux dire, voilà, ok, il y a un recul, mais pas tant que ça, et je pense qu'il ne faut pas se mentir aujourd'hui quand on regarde les réactions, quand on voit ce qu'on a, enfin, sur un plateau télé aujourd'hui, à une heure de grande écoute, on est encore capable de dire que gifler un enfant, ça apprend des choses, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué, je trouve, de se dire que socialement, il y a un net recul sur le sujet. Je ne sais pas. Je pense que peut-être que la génération prochaine sera plus à même de nous donner des pistes là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour le postulat de départ. Ensuite, concernant les autres violences. Alors les autres violences, déjà, eh bien, il faut les catégoriser. Voilà. Et sur le sujet, moi je vais être très clair avec vous, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que ça c'est violent, ça c'est pas violent. Il va y avoir des groupes Facebook qui vont vous dire que ça c'est une immense violence, voilà, que c'est pas normal que ça arrive, qu'on doit pas, par exemple, je reprends toujours cet exemple parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. On m'avait dit que j'étais un parent violent parce que je lavais le nez de ma fille, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et parce que c'était dans une liste sur un groupe Facebook X ou Y.
Et non, en fait, ce n'est pas une violence. L'acte peut être violent et vécu comme un moment désagréable, ça je l'entends tout à fait, mais ça n'est absolument pas une violence de prendre soin de votre enfant. Absolument pas. Ce qu'on va mettre autour, c'est le contexte qu'il y a autour. Et là-dessus, je voudrais vous lire un passage non pas d'un blog quelconque de je ne sais qui, mais en fait des personnes qui définissent ce que sont les violences ou pas au regard des droits de l'enfant. C'est le comité des droits de l'enfant. Et dans son observation générale numéro 8, point numéro 14, je lis, donc là on est sur les violences physiques et corporelles, les châtiments physiques et corporels dans cette observation générale. Et je précise quand même que le recours à la force va être ensuite extrapolé va être ensuite reprécisé dans l'observation générale numéro 13, qui va renvoyer à la 8. Faut suivre un peu, mais voilà, la 8 renvoie à la 13, la 13 renvoie à la 8 par endroit, surtout la 13 qui renvoie à la 8, pour dire voilà, ce qui s'est dit dans la 8 s'applique aussi à d'autres traitements autres que la force physique, comme par exemple la contrainte psychologique, etc. Donc je lis ce point numéro 14. Le comité reconnaît que l'exercice des fonctions parentales et l'administration de soins aux enfants, en particulier aux bébés et aux jeunes enfants, exigent fréquemment des actions et interventions physiques destinées à les protéger. Mais elles sont très différentes du recours délibéré à la force en vue d'infliger un certain degré de douleur, de désagrément ou d'humiliation à des fins punitives. En tant qu'adultes, nous connaissons par nous-mêmes la différence entre une action physique de protection et des voies de fait punitives. Il n'est pas plus difficile d'établir une distinction en ce qui concerne les actions mettant en jeu des enfants. Dans tous les États, la loi autorise expressément ou non le recours à la force non punitive nécessaire pour protéger les gens. Voilà, ça c'est le point numéro 14. Le 15 s'adresse aux collectivités et notamment à l'éducation nationale. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça ? Parce que le sujet c'est qu'est-ce qu'on prend comme référence sur qu'est-ce qui est une violence ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce n'est ni à moi, ni à vous, ni à aucun des invités reçus jusque-là, si ce n'est peut-être Marion qui parle du côté des droits de l'enfant, de définir ce qui est une violence ou pas. Les gens qui ont le rôle de définir ce qui est une violence ou pas au regard des droits de l'enfant, c'est le comité des droits de l'enfant. Donc ça c'est important, c'est ce qu'il faut voir. Donc là vous avez l'observation générale numéro 8 qui fait preuve notamment de définition sur les violences, les châtiments physiques et corporels. Je vous mettrai aussi en description du podcast le lien vers l'observation générale numéro 13, où par exemple, vous savez, alors au moment où j'enregistre ça, on est encore en plein débat en France, c'est très franco-français tout ceci, sur le time out. Et par exemple, si vous prenez l'observation générale numéro 13, point 21 petit b, ouais c'est précis, ouais, t'as vu, on dirait que je suis dans l'administration. Il est clairement défini que le fait par exemple d'isoler, de menacer l'enfant, de le rejeter, de l'ignorer ou de faire... Tout ça, ce sont des choses qui sont classées dans les violences mentales. Donc ça, ce sont des choses importantes à savoir. Et je vous invite à lire ces documents. Par exemple, aussi, vous voyez, quand je parle de l'isolement, puisqu'en France, on aime isoler les enfants, on aime les enfermer dans leur chambre. En fait, c'est une violence. Et bien sûr, il y a des détracteurs qui vont dire avec beaucoup de réactance « Oui, mais non, ça parle d'enfermer les enfants dans des conditions insalubres. » Non, en fait, non, c'est bien l'isolement tout court. Puisque la réclusion et l'isolement dans des conditions de détention humiliantes et dégradantes, par exemple dans une cave humide qui pue et sombre, c'est traité dans un autre point, c'est le 21 petit f. Et le comité a fait exprès de séparer ça, justement pour qu'on distingue bien un tel degré d'isolement et tel degré d'isolement, mais les deux sont des violences mentales. Voilà, donc en fait, déjà il y a ça, il y a qu'est-ce qu'on met dans les violences, et avec comment est-ce qu'on les traite avec pertinence. Je vous mettrai aussi en description l'observation générale numéro 12 du comité des droits de l'enfant, qui permet de comprendre de quoi on parle quand on dit qu'il faut écouter l'enfant. C'est traité par le comité des droits de l'enfant. Donc déjà il y a ça. Donc on a ce postulat de départ qui est pour moi un peu à revoir. À revoir en tout cas, qui est pas si évident que ça dans le fait de dire que la gifle et la fessée en France c'est pas si répandu. Je pense que ça l'est encore beaucoup trop. Je le constate par ailleurs tous les jours, moi, dès que je me déplace avec ma fille. Je vois tous les jours, quasiment. Ouais, non, c'est tous les jours. Dès qu'on sort, de toute façon, je vois un gamin se prendre une tape, au moins une tape sur la tête. Donc c'est compliqué. Et il y a ça. D'autre part, mais comment est-ce qu'on définit ce qu'est une violence ou non ?
Donc là-dessus, je vous invite à prendre connaissance de tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en fait, on informe. On informe les parents. Il faut informer les parents, il faut informer la société, il faut informer toutes les personnes en contact avec les enfants. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. J'ai réalisé récemment un sondage, d'ailleurs, en story Instagram, pour savoir qui avait connaissance ou non des droits de l'enfant. La majorité des gens n'a pas ou très peu connaissance des droits de l'enfant et surtout des détails de son application. Et ce que je voudrais dire ensuite, parce que quand on dit qu'est-ce qu'on fait, je voudrais qu'il y ait une chose qui soit très claire. C'est que si on veut qu'on puisse respecter les droits de l'enfant, si on veut que la prise de conscience sur l'attitude envers l'enfant, non pas l'attitude envers la punition, comme le dit très justement Marion dans l'épisode 99, évolue, mais l'attitude envers l'enfant, la façon de voir l'enfant, eh bien, il faut aussi donner des moyens aux parents. Et penser les droits de l'enfant comme point de départ, c'est penser les droits des parents aussi. Je m'explique. Les enfants ont droit à une éducation sans violence, pas de problème, c'est ok. Et bien entendu, sachez que ce soit le comité des droits de l'enfant ou d'autres instances internationales, oui, les exceptions arrivent. Oui, les exceptions arrivent. Oui, on peut péter un câble. Le sujet, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand je pète un câble. Ça, c'est une autre question. Mais penser par les droits de l'enfant, ça va permettre quoi ? Ça va permettre de se dire, ok, si on veut que l'enfant ait une éducation non violente, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut déjà que les parents aient le temps de tisser le lien suffisant avec l'enfant. Donc, il faut repenser les congés maternité-paternité, par exemple, et les congés parentaux. Voilà, il faut penser un accompagnement à la parentalité avant la naissance, peut-être même dès le projet de bébé, parler des sujets directs, voilà, mettre tout ça en face à face avec soi-même, mais surtout avec des professionnels formés au sujet qui pourront donner des solutions et des outils. Et ça, c'est important. C'est important. Il faut informer, il faut former et il faut transmettre. Il est là le sujet. Parce que sinon, là, pour l'instant, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, on est entre parents qui nous posons la question. Déjà, il faut bien se le dire aussi. Il y a plein de parents qui ne se posent pas la question, mais aussi parce qu'on ne les met pas face à ces sujets-là. Et donc ça, c'est l'État. Ça, c'est la responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité de s'assurer que sa population connaît la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, et ses moyens d'application. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et nous devons avoir une exigence vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de nos gouvernements et vis-à-vis des gens qui sont au pouvoir, eh bien, pour que ces droits soient connus. Est-ce que les droits de l'enfant aujourd'hui sont de manière systématique transmises par l'instruction nationale, par l'éducation nationale ? Aujourd'hui, non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et on ne dit pas aux enfants quels sont leurs droits. Et comment voulez-vous que des enfants qui vont à l'école ne connaissant pas leurs droits fassent ensuite des citoyens qui connaissent leurs droits ? Ça ne marche pas. Donc pour pouvoir, je pense, lutter efficacement contre toutes ces violences dites ordinaires et qui sont bien là, eh bien je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre en fait. Et donc ça n'est pas qu'à notre main. Ça n'est pas qu'à notre main et encore une fois, je le répète, faut voir ça au travers du prisme des droits de l'enfant. Et c'est aussi ce qui nous donnera des droits à tous et toutes. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.